vénère dans le cadre toujours des travaux, on va dire, du Data Lab et en tout cas de pérennisation du Data Lab. Je ne sais pas si là, aujourd'hui, sont présents des membres extérieurs au Data Lab. Si c'est le cas, juste vous préciser que le Data Lab, c'était c'est toujours, mais il a existé sous forme d'un consortium entre 2020-2023, un consortium donc avec 3 collèges, un collège académique, un collège collectivité territoriale et un collège entreprise en lien avec la donnée ou intéressés par la donnée. L'idée de ce consortium, c'était de travailler, en tout cas de créer un écosystème de la donnée en Normandie, de travailler à la sensibilisation sur la donnée, l'intelligence artificielle et de faire émerger potentiellement des projets qu'au-delà des aspects techniques purs, technologie, on a aussi des aspects réglementaires et c'est un peu dans ce cadre aujourd'hui que nous faisons intervenir Madame Abou sur le sujet de la gouvernance, la future mise en place de la gouvernance européenne de la donnée, pour nous éclairer, alors dans le cadre des travaux du Data Lab de demain, mais aussi pour nous éclairer tous sur les enjeux liés à cette réglementation européenne. Voilà, je crois que ça va durer à peu près 2 heures, c'est bien ça? Oui, c'est bien et que ça va. Merci beaucoup en tout cas, Madame Aouf, de nous faire cette présentation-là. Je pense que ça va vraiment beaucoup nous intéresser et nous apporter. Donc voilà, je ne vais pas être tellement plus longue. Merci. Je ne suis pas plus longue, je vous laisse la parole, sauf si, je sais pas, sauf si quelqu'un voulait préciser quelque chose avant de commencer, mais comme on a commencé un tout petit... Enfin, donc ça va, on a 5 minutes de retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas, personne n'a rien à ajouter. Et ben, on va pouvoir commencer. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien pour nous. Oui, c'est bon. Oui, parfait. Avant de commencer, on s'est déjà vu, mais juste pour ceux qui ne m'avaient pas vu, le Data Lab a lancé une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour réfléchir justement sur la suite. Et on a répondu en groupement Data Publica avec le cabinet Data Activist et le cabinet Parme Avocat. Data Publica, c'est une alliance commerciale qui a pour but de travailler sur ce sujet. On va en parler, des données d'intérêt général. Et moi, au sein du cabinet Parme Avocat, je travaille sur un sujet que j'ai appelé il y a 10 ans le droit des données publiques. Pour ceux qui m'ont déjà entendu en parler. En tout cas, avant, on n'en parlait pas beaucoup et maintenant, on va commencer à en parler, justement sous l'impulsion du texte dont on parlera et discutera ensemble aujourd'hui. C'est une présentation qui est interactive parce que elle est bien évidemment juridique. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si des choses ne sont pas claires. Normalement, je vois les mains levées pendant ma présentation, donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Si vous préférez les poser à la fin, il n'y a pas de souci non plus. Et surtout, profitez-en pour noter vos questions si ça vous fait écho, si ça vous fait penser à des choses dans votre pratique du quotidien et ce que vous souhaitez faire dans le Data Lab, c'est le moment parce que il a un peu un double effet, notre webinaire. C'est de faire le point sur ce qui va arriver en septembre prochain, donc c'est tout frais, ça arrive vraiment très, très bientôt. Et de commencer à vous donner le maximum de clés, c'est ce qu'on vous a mis dans l'ordre du jour, le maximum d'informations pour que vous puissiez démarrer vos réflexions en septembre prochain et puis dans les semaines qui viennent, et que ça puisse vous alimenter, voilà, que vous partiez déjà avec des bases sur le sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas. On a 2 heures, donc c'est quand même très confortable et une large partie, en tout cas, de ces 2 heures est aussi consacrée à l'échange. Il n'y a pas que moi qui parle. Voilà pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. On s'est dit qu'on allait faire un prisme aujourd'hui sur ce fameux Data Governance Act, qui est un règlement européen qui a été publié le 30 mai 2022. Et vous le voyez, c'est très court maintenant les délais. Il entre en vigueur le 24 septembre prochain.
Et on peut être très fiers de ça, puisque c'est grâce à notre commissaire Thierry Breton qu'aujourd'hui, on a beaucoup de règlements. On verra qu'on parlera très rapidement du règlement IA, de l'IA Act, parce que ça vous concerne aussi. Mais on a beaucoup de règlements européens qui sortent à des vitesses grand V. On n'avait pas cette chance avant, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, on peut se réjouir du fait qu'au niveau de Bruxelles, ça bouge beaucoup. Et ça bouge aussi parce qu'on est dans un monde qui bouge. Hein, vous le savez, vous avez été formés, vous avez eu des séminaires pour certains d'entre vous. On est dans cette ère du big data et il faut arriver à trouver un cadre de confiance autour du sujet des données. Maintenant, ça devient vraiment plus urgent qu'avant. Donc, ce règlement, il intervient vraiment dans ce contexte-là et son objectif, ça colle vraiment à l'objectif du Data Lab, puisque c'est de mettre en place un cadre général pour faciliter le partage de données. Ça tombe bien, c'est ce que vous avez prévu de faire. Et qu'est-ce qu'il contient en synthèse? Mais on va revenir, ne vous inquiétez pas, sur chacun de ces items. Il prévoit les conditions dans lesquelles les données détenues par des organismes du secteur public, donc ça va concerner toutes celles et ceux qui réalisent des activités de service public, que vous soyez des organismes privés ou des organismes publics, vous allez être concernés par ces nouvelles règles, en tout cas du Data Governance Act. Ensuite, des nouveaux sujets. Certains d'entre vous ont commencé à en entendre parler. C'est un peu flou. On a encore besoin d'en savoir plus. C'est ces fameux services d'intermédiation de données ou intermédiaires de données qu'on va détailler ensemble. Et l'autre organisme qui a vu le jour et qui a un terme vraiment, on va prendre le temps de bien le décortiquer, qui s'appelle l'organisme altruiste en matière de données. Et enfin, il y a la création d'un comité européen de l'innovation dans le domaine des données. Voilà à grands traits ce que contient le texte Data Governance Act, qu'on appelle aussi DGA. Donc, vous le voyez à l'écran, on va vraiment faire l'entonnoir, on va y aller tout doucement. La réutilisation des informations publiques, le but qui est poursuivi par le texte, c'est vraiment de rendre plus accessibles les données publiques. Aujourd'hui, elles sont accessibles. Il y a ce droit que nous, on a en France d'accès aux documents administratifs. On a aussi maintenant une nouvelle réglementation liée à l'ouverture et à l'open data, d'accord? Mais il s'avère qu'on a encore des problèmes d'accès aux données publiques. Il y a encore beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. Et c'est ce que le texte vise à remédier. Il vise à mettre en place de nouvelles règles pour faciliter l'accès aux données. J'y reviendrai. L'intermédiation de données, c'est un de ces deux organismes, parce qu'on a l'intermédiaire de données et l'altruisme en matière de données. L'intermédiaire de données, ce serait un tiers neutre qui mettrait en relation des producteurs de données avec des réutilisateurs de données. Ça va concerner, par exemple, des plateformes, bien évidemment. Que ce soit l'intermédiation, que ce soit l'altruisme, on est en train de parler de gens qui vont créer des plateformes numériques. Et sur ces plateformes, il y aura des mises en relation. Alors, on va voir ce qui distingue ensuite l'intermédiaire de données de l'altruisme. Mais en tout cas, dans l'intermédiaire, on dit que ce tiers doit être neutre et se contente de faire de la mise en relation. Dans l'altruisme, ça va bien plus loin. L'altruisme va venir remettre en cause des règles extrêmement importantes que nous avons en matière de gestion des données personnelles. Ça y est, on arrive dans le futur avec l'altruisme des données, mais je vais vous montrer après sous forme de schéma ce que ça donne. On arrive dans le futur dans le sens où on va peut-être demain vivre dans un monde où c'est nous, citoyens, qui allons décider de qui collecte nos données. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est battu parce qu'on a fait beaucoup de lobbying, que ce soit au niveau des métropoles françaises, mais aussi à l'échelle européenne, pour que aujourd'hui on ait cette nouvelle organisme qui apparaisse et surtout que l'on puisse peut-être reprendre la main sur la gestion de nos données à caractère personnel. Ce serait pas mal. Ce serait mieux que ce soit nous, en tout cas, qui ayons la main plutôt que des opérateurs qui prévoient de les réutiliser à des fins, la plupart du temps, illégales. Donc, dans l'altruisme des données, on va le voir, ça vient bousculer quand même certaines choses, certaines croyances qu'on a, nous, depuis maintenant plusieurs années. Mais là encore, je reste vague, je fais du teasing parce qu'on va les prendre un par un et je veux vous donner progressivement les informations. Et surtout, je veux vous parler du fait que, en France, on commence très doucement. Alors, vous allez voir, je suis assez critique là-dessus, parce que moi, là, j'ai un gros travail à faire auprès du Parlement. On commence très doucement à intégrer ce texte. On commence très doucement à intégrer ce texte parce que ça, c'est mon point de vue et on pourra le partager avec
si vous le souhaitez ensuite, je le trouve ambitieux. On est en train de parler de choses qui sont quand même pas simples à mettre en place, qui sont même totalement nouvelles pour certains organismes. Il faut se souvenir, et vous le savez, hein, que personne n'est au même niveau s'agissant de la gestion des données. Il y en a qui sont peut-être très avancés, pas de souci, mais il y en a qui sont très en retard. Donc, aller sur un texte comme le DGA quand on n'a déjà même pas encore, on ne s'est même pas encore acculturé aux données, qu'on n'a même pas encore fait un peu d'open data, qu'on n'a même pas encore réfléchi à ces sujets-là, moi, je trouve que c'est un texte quand même un peu ambitieux. Et je pense que du coup, en France, on a un peu du mal à savoir comment on va le mettre en place. Le mettre en place et non pas le transposer, parce qu'un règlement européen, c'est d'application directe. Donc, normalement, si on suit la règle de droit européen, on n'a rien à faire. Le texte, on le prend et on l'applique. Mais en France, on aime bien, en général, passer par des projets de loi pour améliorer, apporter quelques précisions au texte. C'est ce qu'on avait déjà fait avec le RGPD pour les données personnelles, et c'est ce qu'on va faire avec le DGA, puisque ça y est, on sait où sera le DGA. Le DGA sera dans le projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc, c'est pour ça qu'on est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Ce projet de loi, il a été déposé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il a été déposé le 10 mai dernier. Et aujourd'hui, il y a bien sûr plein d'éléments, à mon avis, qui concernent certains d'entre vous et que vous êtes déjà en train de surveiller dans ce projet de loi. Et effectivement, il a pour objectif de réguler l'espace numérique, de rehausser le niveau de protection collective dans l'espace numérique en France, de créer les conditions de la souveraineté numérique en France et d'adapter le droit national au règlement européen au pluriel, parce qu'on en a 4-5 à devoir prendre en compte. Et c'est pour ça qu'une petite partie du texte va concerner l'adoption du Data Governance Act. On va y venir, parce qu'on vous a fait l'analyse du coup et la comparaison entre ce qu'il y a dans le DGA et ce qu'il y a actuellement dans le projet de texte de loi français. En termes de procédure, le texte, il est en première lecture au Sénat. On n'est pas en procédure accélérée, donc on va avoir tout le temps. D'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent qu'on fasse passer des messages, nous, on est en train, comme je vous le dis, de faire un travail auprès des rapporteurs au Sénat, des futurs rapporteurs à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas encore désignés, puisque le texte est en lecture au Sénat actuellement, du ministre du numérique, et on essaie de parler un peu de ce sujet des data labs, bien évidemment, des collectivités, et on va y revenir, de l'altruisme des données. Mais donc, n'hésitez pas à nous faire remonter des sujets, des interrogations. On aura tout loisir d'en parler à la fin du webinaire. J'ai prévu de vous faire remonter les principales interrogations aujourd'hui qu'on se pose sur le texte français en lien avec le texte européen. Donc, en tout cas, première lecture au Sénat, discussion en séance publique au Sénat du 4 au 7 juillet prochain. Ensuite, ça partira à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on me dit, c'est qu'a priori, le texte ne serait pas adopté avant décembre 2023, voire janvier 2024. C'est pour ça que je vous dis, on a un petit peu de temps pour faire du lobbying. Et sans doute que nous, Data Publica, on vous refera un webinaire flash. On enverra aux équipes du Data Lab les infos. On refera un webinaire flash en septembre-octobre pour vous dire un petit peu ce qu'il en est du projet de texte. Donc, voilà pour le projet de loi français qui va adopter, qui va en tout cas en partie préciser. Donc, le projet de loi, comme je vous le disais, il veut transposer en partie certains éléments du règlement, mais vraiment, il s'agit d'une transposition minimaliste. Hein. On sent qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de travail. Désolée de le dire comme ça, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu beaucoup de travail des services préalablement au dépôt du projet de loi sur le sujet des GA. Et donc, de ce fait, on a juste 2 éléments qui sont mis en avant dans le projet de loi. C'est que pour l'intermédiation des données, l'ARCEP est désignée comme l'autorité de régulation compétente de tous les services d'intermédiation des données. Et fort logiquement, pour l'altruisme des données, comme je vous disais, ça vient bousculer des choses sur les données personnelles. C'est la CNIL qui, pour le coup, est désignée comme autorité compétente pour gérer, on va y venir, ce fameux nouveau registre des organisations altruistes en matière de données, puisqu'elles devront être enregistrées. Donc, c'est la CNIL qui va gérer l'enregistrement et le respect des critères posés par le DGA pour être un altruisme en matière de données. Donc, vraiment, le projet de loi, il s'est juste contenté de répondre à la question qu'il y avait dans le texte du DGA, qui était « Les États membres devront désigner des autorités en charge de la régulation des intermédiaires et des altruistes ». Le projet de loi, il désigne les autorités. C'est tout, pas plus.
alors que pourtant, on a pas mal de questions. Je vous fais juste un mini focus sur l'IA Act, si jamais, parce que je sais que vous avez de l'IA dans le projet du Data Lab, donc si jamais vous voulez qu'on en parle un peu plus tard, on peut en parler. Sachez juste que c'est un règlement qui pose beaucoup plus de difficultés que le Data Governance Act, donc qui met beaucoup plus de temps à sortir. Il y a beaucoup de lobbying, hein. Vous imaginez bien que l'IA, et je parle à des spécialistes aujourd'hui, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais en tout cas, c'est un marché aujourd'hui qui est florissant. On est vraiment passé dans quelque chose de différent. On sait qu'on rentre dans l'ère de l'IA, et donc ce texte est en train de susciter un certain nombre de polémiques à Bruxelles. C'est ce qui fait qu'on est tous ravis que le Conseil et le Parlement se soient mis d'accord en tout cas le 14 juin dernier, donc c'était il y a quelques jours. Par contre, il va falloir attendre la fin des négociations parce qu'il y a pas mal d'États membres qui ne sont pas d'accord avec la manière dont on va fixer un certain nombre de principes. Et là aussi, on est parti pour une adoption de l'IA Act à la fin de l'année 2023. Il aura pris 1 an et demi de retard par rapport au planning initial, du fait des nombreuses polémiques que peut susciter ce sujet de l'intelligence artificielle. Donc, pareil, on peut en reparler, mais c'est pour vous dire que pour l'instant, l'IA Act n'est pas intégré dans l'actuel projet de loi numérique de Bruno Le Maire, parce qu'on ne peut pas encore adopter ni même intégrer des règles qui n'ont pas été fixées encore définitivement par l'Union européenne. Voilà pour le point sur l'IA Act, le point rapide. Et maintenant, on va rentrer dans chacun des différents sujets dont je vous parlais, c'est-à-dire les 3 thématiques du DGA, réutilisation des informations publiques, intermédiaire de données et altruiste. Réutilisation des informations publiques, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, ça devient compliqué. Ces dernières années, les administrations sont un peu plus harcelées que d'habitude pour la communication et la transmission de leurs documents administratifs, parce que ça y est, on vit dans l'ère de la transparence. Donc, les entreprises n'hésitent plus à demander des informations lorsqu'elles perdent un marché, elles n'hésitent plus à solliciter un certain nombre de documents de la part des administrations. Et ce droit d'accès est en train d'être mis à mal, voire contesté, puisqu'il y a des rapports parlementaires, et notamment le dernier en date de Paula Forteza, qui prescrivent l'obligation plutôt d'aller vers un élargissement du droit d'accès aux données publiques, dans la mesure où beaucoup, et c'est absolument pas de la faute des administrations, il y a des craintes. On peut comprendre qu'elles portent un niveau de responsabilité important parce qu'elles détiennent des secrets qui ne sont pas les leurs, des secrets des affaires, mais aussi des données sensibles. Et donc, parfois, elles n'osent pas transmettre alors qu'effectivement, elles devraient le faire. Donc c'est dans ce but-là qu'il y aurait dû avoir un travail dans le projet de loi, mais on va voir que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et comme aujourd'hui, en tout cas, nous, il n'y a pas grand-chose dans notre ordre juridique, ce qui est sûr, c'est que dans le DGA, tout est fait pour inciter le secteur public à transmettre davantage les données qu'ils détiennent, voire même à transmettre des données qui, normalement, n'étaient pas transmissibles. L'idée de l'Europe, c'est de dire qu'il y a un vrai... je vois une main qui se lève, de Estelle Liego. Oui, bonjour, je suis responsable de pôle partenariat valorisation à l'Université de Caen. On a déjà une obligation un peu quand même donc sauf, on va dire, protection, droit de propriété intellectuelle, etc., industriel, brevet, on a quand même normalement une très forte incitation à divulguer les résultats de la recherche pour le bien de la société, l'avancée, Oui. etc. Donc, du coup, vous parlez de quel type d'information qui maintenant fait l'objet d'une obligation plus poussée? C'est sur la science ou c'est d'autres données? Je vous entends sur la deuxième partie d'un peu loin, madame. C'est peut-être que moi, hein, je suis vraiment navrée. Non, moi, je vais essayer de voir si je peux augmenter mon son. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Voilà. Alors. Un petit peu mieux? Un peu mieux. C'est la dernière partie que je suis désolée. Du coup, là, quand vous dites qu'on va renforcer ça va renforcer la communication, la divulgation d'informations, on parle des informations scientifiques autour des résultats
par exemple, que peut générer l'université ou autre type d'information? Ah, bah justement, c'est une bonne question. Et puis, c'est des éléments qu'on peut prendre, nous, en note pour faire remonter, puisque les données à caractère scientifique et puis de recherche ont toujours fait l'objet d'un traitement différencié. Mais effectivement, là, on est sur des principes généraux à charge pour les États membres de venir les préciser. Pour l'instant, on n'a pas encore la précision. Mais ouais, j'ai trouvé ça, en tout cas, important de faire un focus, pas que sur altruisme et intermédiaire, mais aussi de vous parler de ça, parce que pour certains d'entre vous, sans doute qu'on va, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, prescrire des règles qui vous forceront à davantage transmettre vos données. Mais n'hésitez pas à envoyer aussi des mails si vous avez des sujets précis comme ça. Encore une fois, nous, on n'hésitera pas à les remonter. Et oui, donc c'est ce que je vous disais. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire que dans le secteur public, il y a vraiment une mine de connaissances, qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être transmises et qu'on peut y arriver sans compromettre leur nature protégée. Vous, autour de la table, il y a certains spécialistes qui savent qu'on peut transmettre des choses en anonymisant. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des collectivités ou des organismes publics qui ne le savent pas, ça, et qui, parce que une donnée contient un élément sensible, vont vous dire que toute la donnée est couverte, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, le secteur... Voilà. Le secteur public nous dit le texte doit être équipé techniquement et contractuellement pour protéger la confidentialité des données et doit aider le réutilisateur à accéder aux données, même confidentielles. Donc, vraiment, ils insistent sur le fait que même quand c'est confidentiel, il y a des parties qui peuvent être transmises, en l'aidant à solliciter le consentement. Donc, on est même en train de dire, parfois, il faudra demander le consentement de l'entreprise à transmettre des données, le consentement d'un individu. Il faut essayer le plus possible de mettre ça en place. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé déjà à vous le dire, aujourd'hui, malheureusement, le projet de loi ne contient rien en ce sens. Peut-être que du coup, on va fonctionner par le biais de décrets. C'est des choses sur lesquelles nous, on va faire une veille et vous tenir au courant, là aussi, d'ici le début de l'année 2024. Alors, j'arrive plus à voir, excusez-moi, je fais ça parce que j'arrive plus à voir si vous levez la main. Donc, je préfère repartager pour revoir l'écran. Alors, pour moi, Estelle Bigot, c'est parfait. Merci. Voilà, parfait. Pas d'autres questions sur ce sujet de la réutilisation des données, de l'accès aux données? OK. Donc, on rentre dans ces deux nouvelles notions, donc intermédiation en matière de données et altruisme en matière de données. Il est possible que si certains d'entre vous aujourd'hui dans la salle sont à la tête de sociétés qui gèrent des plateformes, il est possible que vous rentriez dans ce sujet de l'intermédiation en matière de données. Ça concerne de très, très nombreuses plateformes aujourd'hui. L'altruisme, on va y venir après, ça concerne moins de monde. Mais l'intermédiation, vous allez voir, ça reste tel que c'est défini aujourd'hui, assez large. Donc, le DGA, pourquoi il a fixé des règles pour ces intermédiaires de données? C'est parce qu'il considère qu'ils vont être appelés à jouer un rôle clé et faciliter l'émergence de nouveaux écosystèmes indépendants. Et surtout, c'est parce qu'on va avoir ces intermédiaires de données que peut-être on va enfin avoir une réponse à une crainte principale des entreprises liée au partage de données, c'est-à-dire que les entreprises, pour partager leurs données, ont toujours cette crainte que ça mette à mal leur secret des affaires, leur business model, voire même que ça porte atteinte à leur savoir-faire. Et donc, les entreprises ont cette peur de partager dans un cadre qui n'est pas sûr. Là, le but du DGA, c'est de vous dire, si, nous, on va venir enregistrer des organismes, on va vous donner des garanties qui vous permettront de vous mettre sur des sites, d'échanger des données en toute confiance. Voilà l'objectif. Il y a 11 conditions pour les intermédiaires de données que je vous ai mises en annexe. Vous allez voir, c'est assez long. Le but, ce n'est pas de toutes les lister ensemble. Vous pourrez du coup regarder les détails des conditions
si ça vous intéresse, qui sont fixés par le DGA, parce que sinon, en 10 minutes, je vais voir des gens bâiller et puis quitter le webinaire. Donc, je ne vais pas vous les lister toutes. Mais comme vous aurez le support, je vous invite à vous y reporter et puis à nous poser des questions. Ce qu'il faut retenir surtout sur les conditions pour être intermédiaire de données, c'est cette notion de tiers neutre. Donc, il va falloir ramener un certain nombre de preuves pour démontrer que vous êtes une plateforme neutre. Et surtout, c'est le principal objectif de se faire enregistrer, c'est que derrière tout ça, il va y avoir une interdiction de monétiser les données, de réutiliser les métadonnées acquises à d'autres fins que l'amélioration du service. Et là aussi, c'est bizarre, ça vient répondre à un certain nombre de problèmes que nous avons actuellement avec des plateformes qui monétisent les données, qui réutilisent les comportements des consommateurs, et si on tire le fil de manière large, qui finissent par établir un profil dit à la tête du client. Moi, j'ai participé à plusieurs enquêtes de journalistes. On a fait plusieurs enquêtes auprès de différentes plateformes pour se rendre compte qu'il était anormal que ces plateformes collectent une quantité telle de données qu'ils arrivent à déterminer un profil acheteur et qui fait que vous allez payer votre billet d'avion plus ou moins cher selon votre façon de vous comporter sur le site. Ça, par exemple, ça sera quelque chose qui sera prohibé. Et ça nous permettra de nous dire, ah bah, ce site-là, moi, j'y vais parce que je sais qu'il a été agréé, en l'occurrence en France, par l'ARCEP, que j'ai des garanties et que c'est un site neutre et que ça ne va pas se retourner contre moi. Et que toutes les données qui vont être collectées par ce site, c'est juste pour améliorer les conditions d'utilisation du service, mais ça ne va pas se retourner contre moi pour me fournir un service à la tête du client. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont en train de faire progresser vraiment notre approche du numérique et le fait qu'aujourd'hui aussi, on commence à se méfier de la manière dont certains opérateurs se comportent vis-à-vis de nous sur Internet. Et si on prend, tout ça à une échelle plus large, et je prends tout de suite votre question après, Nawel, si on prend le sujet à une échelle plus large, aujourd'hui, on a plein d'intermédiaires de données qui se créent dans le secteur public comme dans le secteur privé, où on a nécessairement parfois recours, voire même on est obligé de passer par ces intermédiaires de données. Donc là aussi, peut-être que ce sera intéressant de voir comment ça se passe. Un autre exemple, par rapport à des plateformes qui se sont créées avec des données publiques, on avait fait une autre enquête d'entreprises qui, en fait, récupéraient les données publiques accessibles sur des sites publics de la CAF ou de Amélie pour créer une plateforme payante et vous permettre à vous, citoyens, d'aller récupérer des aides que vous n'arrivez pas à récupérer par vos propres moyens en utilisant ces plateformes. Ces plateformes publiques qui, vraisemblablement, ne marchent pas très bien parce qu'on est obligé d'aller payer, mais il y a quand même un truc qui cloche, d'aller payer une entreprise privée pour aller récupérer des sous que nous doit l'État. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des situations assez ubuesques qui pourraient peut-être être remédiées grâce à ce nouveau système d'intermédiaire de données. Oui, Nawel. Oui, merci. En fait, vous avez répondu déjà partiellement. C'était justement avoir des exemples de ces tiers de confiance. Donc, ça peut être des plateformes, mais voilà, c'était pour avoir des exemples. Est-ce que ce serait des nouvelles structures ou plutôt des structures déjà existantes qui seraient accréditées, habilitées selon l'ARCEP? En fait, ça peut être déjà des choses qui existent. Enfin, le but, c'est de réutiliser des structures déjà existantes. Tout à fait. Pour l'intermédiation de données, on n'est pas encore en train d'imposer aux gens de créer des structures. L'entreprise qui, justement, les entreprises, parce qu'elles sont 5 aujourd'hui à faire ce que j'étais en train de décrire, c'est-à-dire de vous faire payer pour aller récupérer des aides auxquelles vous avez droit, ces entreprises-là, elles pourraient très bien aller demander à s'enregistrer en tant qu'intermédiaire neutre pour montrer qu'elles ne font que récupérer des données publiques et qu'elles remplissent un certain nombre de conditions, par exemple. Et ainsi de suite. Par contre, on va voir que dans l'altruisme, il faut créer une structure. Alors, dans l'intermédiation, il faut justifier qu'on est neutre. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Non? Très bien. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Comme ça, vous allez sortir du webinaire, vous aurez tous les termes qui sont bien rentrés
plusieurs fois, le projet de loi actuel prévoit que ce soit l'ARCEP qui enregistre et accrédite les intermédiaires de données. Ça peut être une question de se dire qu'il y aura l'ARCEP d'un côté puis la CNIL de l'autre. Est-ce que c'est très bien d'avoir deux autorités de contrôle pour les trucs. Et puis, une précision, parce que Nawel, votre question m'y fait penser, la notion de plateforme, on emploie un peu à tort et à travers parce qu'elle ne fait pas vraiment l'objet d'une définition et il n'y a pas consensus pour définir cette notion de plateforme. La plateforme, c'est l'outil. Mais c'est vrai que pour faire de l'intermédiation ou pour faire de l'altruisme, vous serez tous amenés à avoir un outil de type plateforme pour mettre en relation et permettre un échange de données. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur l'intermédiation de données, on va passer à l'altruisme. Et donc, c'est là où il faut s'accrocher, puisque, et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça saute, je ne vois pas si une main se lève, donc je suis obligée de le Je pourrais vous le dire si je vois des questions. N'hésitez pas, ouais, parce que j'aime bien réagir tant que vous avez vos questions. Mais... Voilà. Donc là, il faut un peu s'accrocher parce qu'on arrive sur la notion la plus complexe du DGA. Déjà, même à nous, Français, quand on entend ce terme altruisme, ça ne nous parle pas trop. Et ça nous parle d'autant moins qu'il y a eu beaucoup de réflexions au niveau européen pour trouver un terme. Et c'est pas très glamour, mais au tout début, ils étaient partis sur cette idée que peut-être dans l'avenir, dans le futur, l'objectif serait que nous ferions don de nos données personnelles comme on ferait don de son corps à la science. Bon, c'était vraiment ça, le raisonnement initial de l'altruisme en matière de données. Au fur et à mesure, on s'est orienté vers ce terme-là, qu'on n'utilise pas tant que ça, nous, en langue française, et surtout qui nous amène à la confusion parce qu'en fait, l'altruiste n'est pas l'organisme qui va être enregistré, ce sera nous, les altruistes. C'est pour ça que c'est un organisme à des fins altruistes en matière de données. C'est un peu bizarre de l'avoir mis comme ça. C'est un peu bizarre que dans le projet de loi, on ne trouve pas un terme qui nous parle plus à nous, Français, parce qu'il va falloir expliquer, quand vous expliquerez cela à des administrés, que c'est ces administrés-là qui, en donnant leurs données à l'organisme altruisme, vont le faire à des fins altruistes. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Oui? Donc, c'est pour ça que dans le texte, l'altruisme des données est défini comme les données mises volontairement à disposition par des particuliers ou des entreprises pour le bien commun. Vous voyez dans quel sens tout ça a été pris. Et ensuite, dans l'altruisme des données, on a 3 critères. Mais avant d'y venir, juste vous faire un petit point sur le fait que ça fait maintenant des années que dans les territoires, mais aussi à l'échelle mondiale, on réfléchisse à la manière dont des tiers, des organismes pourraient gérer les données des villes. On s'est interrogé ces dernières années sur le point de savoir si les collectivités étaient des tiers de confiance. Mais comment est-ce qu'on peut être tiers de confiance quand on est soi-même impliqué dans la gestion des données des villes? Donc, du coup, ça a amené certains à réfléchir différemment, et notamment ce qui s'était passé il y a quelques années. Moi, j'avais eu la chance d'être là à ce moment-là, c'est qu'à Toronto, Google avait bâti une maquette. Voulait montrer à la Terre entière ce que pouvait être une ville intelligente selon Google, et donc avait voulu faire de Toronto son terrain d'expérimentation. Sauf que quand les citoyens se sont rendus compte que c'était Google qui allait gérer les données de toute la ville, il y a eu un vrai soulèvement. Et Google a eu cette idée de dire, mais finalement, ce ne sera pas ni moi, Google, ni vous, les citoyens, ni la ville, ce sera un tiers de confiance, un data trust, comme disent les Américains, qui gérera toutes les données de cette ville intelligente nouvellement créée. Et de là, on a été plusieurs spécialistes à travailler sur cette notion de data trust. Nous, en France, on a parlé de tiers de confiance. Et c'est là que le sujet est arrivé jusqu'aux oreilles de Thierry Breton, qui s'est dit, au niveau européen, on pourrait nous aussi essayer, pour contrer les GAFAM, de créer des organismes altruistes. À l'époque, il n'avait pas cette idée-là, mais en tout cas, tiers de confiance pour gérer les données des villes. Et avant même que cette notion d'altruisme des données n'émerge en Europe, en France, vous étiez déjà plusieurs à vous dire on va créer, nous, des tiers de confiance en créant le Data Lab.
vous l'avez créé bien avant l'adoption du DGA. Il y a déjà en filigrane cette idée de tiers de confiance. On a, vous les connaissez très bien, Equitia qui s'est proclamé tiers de confiance. On a le Health Data Hub qui est la plateforme des données de santé qui s'est proclamé comme étant un tiers de confiance pour la gestion des données des villes. On a plein de projets en gestation. On pourra y revenir si ça vous intéresse en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui attendent pour se lancer et pour créer un tiers de confiance. Donc, comme vous, elles sont intéressées pour regarder ce qui est en train de se passer dans ce texte-là, parce que bizarrement, là, on est en train de toucher à ce que vous êtes en train de faire dans les territoires. Quand on voit les 3 critères du DGA, on voit vraiment que ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, nous, en France, pour la mise en place d'activités d'intérêt général. Les 3 critères d'une organisme altruiste en matière de données, c'est une entité constituée pour poursuivre des finalités d'intérêt général. Bon, ben, jusque-là, c'est des choses bien connues en matière pour ceux qui sont dans le secteur public, mais aussi pour ceux qui ont l'habitude, côté privé, de travailler avec le secteur public. C'est un organisme qui doit opérer dans un but non lucratif et être indépendant de toute entité poursuivant un but lucratif. Ça signifie qu'il va falloir, là, pour le coup, comme je disais, Nawel, créer une structure, une vraie structure. Mais ça, vous avez l'habitude de créer des structures indépendantes, que ce soit des SEM, des GIP, toutes ces structures qui peuvent réunir du public et du privé à l'intérieur. Et enfin, 3e critère, mener des activités liées à l'altruisme en matière de données. Donc, à l'intérieur de cet altruisme, il y aura cette partie qui est consacrée à la donnée personnelle mise à disposition par le citoyen. Donc, mener des activités liées à l'altruisme en matière de données par l'intermédiaire d'une structure juridiquement indépendante. Franchement, ça ressemble déjà à Equitia, au Health Data Hub, à Data Grand Est, à Rudy à Rennes, à l'organisation qui est en train d'être mise en place à Brest, au Climate Data Hub de la région Centre-Val de Loire, bref, à plein d'organisations qui sont en train, vous avez eu un benchmark de la part de Data Activistes, à plein d'organismes qui sont en train justement de s'interroger. Vous prenez tous cette direction. Mais justement, aujourd'hui, le webinaire, c'est aussi de voir ensemble comment on prend la bonne direction et comment, alors que vous êtes en train de réfléchir à un projet qui ressemble, vous allez pouvoir en filigrane, il ne s'agit pas encore de rentrer forcément dans l'altruisme, et la décision n'est pas prise que le Data Lab soit un altruiste, que les choses soient bien claires, mais c'est juste qu'au moins en filigrane, peut-être, vous dessiniez les contours de certaines choses qui pourraient, si vous le décidiez plus tard, être un altruiste ou pas. Parce qu'en droit, on a toujours cette tendance-là, et plus particulièrement les avocats, à vouloir anticiper les choses. C'est toujours en anticipant qu'on a moins de difficultés le moment venu pour faire voter nos documents ou adopter la création de nos institutions. Et donc, je vous l'ai dit, s'agissant de l'organisme altruiste en matière de données, le projet de loi, il désigne la CNIL en tant qu'autorité compétente pour l'enregistrement des organisations altruistes. Donc, vous l'avez compris, dans ce que je vous ai dit, il y a des choses très positives, puisque cet organisme altruiste, il vient vraiment répondre à des nœuds gordiens, à des questions philosophiques qu'on se pose à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale. Ça permettrait de répondre aussi à beaucoup d'inquiétudes, ça permettrait de favoriser un cadre de confiance. Bref, c'est censé être la réponse à tous nos espoirs. On va voir que il y a encore du travail pour qu'on y arrive, et surtout, il va falloir travailler encore une fois le projet de loi parce qu'aujourd'hui, le travail a été fait que partiellement. C'est pour ça que, sauf si vous avez des questions sur l'altruisme, moi j'avais prévu de vous présenter un petit peu toutes les questions que j'ai pu recueillir déjà, que nous on a pu se poser, et voir si vous en aviez d'autres. Est-ce que c'était compréhensible, ce sujet de l'altruisme? Est-ce que vous êtes bien accroché? Oui. Oui. C'est intéressant. Ça vous parle? Ça vous ouais. fait... Le but, c'est d'ouvrir une réflexion, de vraiment commencer à explorer. Une question par rapport à ce que vous avez présenté jusqu'ici sur les données. La réutilisation des données, le fait d'accéder plus facilement aux données, l'altruisme va aussi dans ce sens-là en poussant beaucoup plus loin. Comment ça peut s'articuler, par exemple, aujourd'hui, avec ce qu'on a dans le domaine de l'information géographique, avec déjà une directive européenne
qui a été transposé en droit français, justement pour la mise à disposition des données, le partage des données, leur catalogage, etc. C'est une bonne question. Dans un monde idéal, ce serait bien que tout ça s'articule, mais on a transposé Inspire dans le code de l'environnement, pas dans le même code que celui où on a transposé la loi République numérique. On ne va pas transposer, à mon avis, le DGA non plus aux mêmes endroits. Donc ça, c'est notre technique législative française. Hein. Faut pas s'étonner, on superpose certaines couches. À la limite, ce n'est pas très inquiétant. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me demande pourquoi on ne renouvelle pas le cadre de Inspire sur l'information géographique, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est à un tel niveau d'ambition avec un texte comme le DGA qu'on voit bien qu'entre ce qu'on a créé, pour ceux qui ne savent pas, pour Inspire, pardon, et pour les données géographiques, c'était vraiment un système qu'on a pensé dans les années 90, mais qui était très élaboré pour arriver à créer un espace commun européen d'échange de données géographiques. C'est ce qui a fait émerger l'IGN et pour ceux qui travaillent là-dessus, toutes les données orthophoto, PCRS, tout ça et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'était un système super dans les années 90, mais il faut voir si on ne le met pas à jour. Et puis surtout, maintenant, tous ces géoportails sont en train de vouloir aller vers le DGA. C'est le cas de Data Grand Est, c'est le cas de l'Occitanie. Tout le monde est en train de vouloir changer de scope. Donc, je suis d'accord avec vous, à un moment, il va falloir que tout ça se rejoigne. Il y a 2 questions, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Françoise et Flore. Ah, super, merci. Donc, du coup, c'est Françoise. Ce qui me trouble un petit peu, c'est que là, on parle beaucoup d'ouverture de données dans tout style, d'aller rechercher des autorisations et du partage. Mais qu'est-ce que derrière prévoit ces textes pour, quelque part, la sécurisation des individus dont les données vont être ouvertes? Et là, je comprends bien que les intermédiaires et les altruistes vont agir de façon non lucrative, mais quid des organismes, entreprises, applications en tout genre qui vont récupérer ces données et pourront-elles les récupérer pour après faire du business dessus? Ah, bah ça, c'est une super question. Ça fait partie aussi des points en suspens. Est-ce qu'on va faire du close data, de la donnée fermée dans ces organismes altruistes, c'est-à-dire que vous allez vous partager dans un cadre de confiance? Nous, on est plutôt en train de plaider pour ça, parce que si on est dans un cadre qui est trop ouvert, ça ne va pas rassurer et vous n'allez pas y entrer. Donc, ça signifie que peut-être dans vos réflexions Data Lab Normand, il faut se dire, on va faire parfois de l'entre-soi. Et je pense que ce n'est pas grave du tout. Et même beaucoup d'organismes, avant d'ouvrir, ont d'abord fait ça. Donc ça, c'est pour répondre au sujet, il y a des risques que après ça fuite. Comment est-ce qu'on va sécuriser? C'est un vrai sujet. Le texte insiste sur le fait qu'ils sont pas bêtes, hein, ils prennent en compte le paradoxe. Ils disent il faut que les administrations ouvrent plus leurs données, mais il faut que les administrations, je l'ai dit tout à l'heure, soient suffisamment bien équipées technologiquement pour pouvoir le faire. Parce que s'il y a des fuites de données, s'il y a des cyberattaques tous les 4 matins, c'est sûr que c'est des éléments qui font perdre la confiance. Hein. Donc ça, c'est un deuxième sujet que vous pointez du doigt et qui est tout à fait pertinent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une première exploration. On a envie qu'il nous rassure aussi là-dessus dans le texte. Hein, et à mon avis, ce ne sera pas dans le texte de loi, ce sera dans un texte réglementaire. Est-ce que j'ai répondu à toute votre question, madame? Pardon, je me trompe de bouton. Ça montre bien effectivement que beaucoup de choses restent à faire et à déterminer parce qu'on se pose la question aussi bien sur les données de la recherche que sur les données qu'on peut avoir, nous, en tant qu'établissement, sur les étudiants, sur un tas de choses. Pour l'instant, on est surtout très, très prudent parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont pouvoir faire et dans quelles conditions des données qu'on ouvre. Donc, c'est compliqué. Donc, après, je pense qu'on ne va pas être obligé non plus de tout ouvrir. Il y a aussi des bases de données qu'on peut constituer qui sont pour nous aussi des socles d'activités lucratives parfois. Donc, on ne va pas forcément tout ouvrir. Mais l'inquiétude, c'est surtout par rapport aux données dont nous sommes récipiendaires et pour lesquelles on pourrait après voir des gens avoir des conséquences dans leurs activités ou leur vie qu'on n'aimerait pas assumer.
Oui, tout à fait. Il y a un niveau de responsabilité qui est important. Vous avez raison de le souligner. Et sans doute qu'il faudrait faire prendre pas mal d'engagements. Et d'ailleurs, c'est ce que font, hein, c'est ce que fait le texte, hein, en disant aux intermédiaires, attention, hein, on vous confie les données, mais vous ne les monétisez pas, vous ne les réutilisez pas à d'autres fins. Donc, il y a quand même des choses qui vont être indiquées, être enregistrées organisme intermédiaire ou altruiste, c'est s'engager au respect normalement de ces principes-là. Donc ça, c'est censé aller dans le sens de ce que vous dites. Après, vous avez soulevé un autre point dont moi j'avais prévu de reparler après, mais on peut en parler d'ores et déjà, et qui, à mon avis, va poser problème pour certains, c'est le côté lucratif, pas lucratif. Je pense qu'il faut se dire les choses. Un organisme qui n'aurait aucune activité rentable n'intéressera pas. Si dans le Data Lab, il n'est pas possible de faire des activités rentables, en gros, ça ne va pas intéresser certains d'entre vous. Et donc, il va falloir travailler aussi à ce que le non lucratif puisse, comme pour certains GIP aujourd'hui, il y a plein de GIP qui sont donc à but non lucratif ou des associations, mais qui ont des activités rentables. Et ça, il va falloir avoir des lignes très claires dans le discours, et il va falloir qu'on précise ça aussi avec les services de l'État compétents pour qu'on ne réduise pas les altruistes de données à des organismes non rentables. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'il y a zéro valorisation possible autour de l'échange et du partage de données territoriales, et ça, c'est pas possible. Donc oui, il y a un travail à faire sur le sujet. Il y avait d'autres mains levées? Oui, il y avait Flore. Peut-être une suggestion pour vous, Madame Aboup, si les personnes peuvent peut-être indiquer leur structure, ça peut peut-être vous être utile. C'est vrai, c'est une bonne réflexion, Nawel, merci. Oui, bonjour, Flore Bonhomme, donc Métropole Rouen-Normandie. Alors moi, j'ai 2 questions. Alors tout d'abord, merci, hein, pour ce décryptage, c'est effectivement, hyper intéressant. Je reviendrai un petit peu en arrière, sur la première partie. Vous évoquez, un règlement qui, va favoriser en fait le partage des informations publiques et notamment la mise en place d'un point unique d'accès à l'information publique. Donc on parle d'informations publiques ou de données? Parce que du coup, est-ce que ce serait pas redondant avec, data.gouv? Qui est déjà une plateforme de partage de données publiques au niveau national. Donc, je ne comprends pas bien, en fait, de quoi on parle. Non, mais c'est... Alors, pour l'instant, pareil, hein, on n'a pas de réponse. C'est ce qui est dans le DGA. Il y a absolument zéro réponse dans le texte de loi français. Donc, on n'a pas encore d'adressage du sujet, ni au niveau du ministère, ni au niveau du Parlement. À mon avis, étant donné que la France est quand même très avancée sur les sujets open data, vous avez tout à fait raison. Je ne pense pas qu'on va dupliquer les choses. Je vous invite à parcourir le rapport de Paula Forteza, qui y a plusieurs recommandations à destination de l'État. Et je sais que juste avant qu'elle parte, elle m'avait dit que normalement, certaines d'entre elles allaient être prises en compte. Donc, je sais que c'est dans les tuyaux, mais on ne sait pas encore précisément chez qui, parce qu'il y a eu beaucoup de remaniements en plus au sein des services de l'État sur le sujet. Mais en tout cas, on n'arrive pas bien à comprendre quelle direction ça prendra. On a un peu les mêmes hésitations qu'on avait au moment de l'open data à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, entre André Verdier qui disait qu'il y avait une approche libérale des choses et qui disait qu'il faut ouvrir pour laisser les entreprises déployer de nouveaux services. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure. Les nouvelles plateformes qui vont chercher les aides à votre place, c'est dans la logique libérale du texte, ou une logique beaucoup moins libérale qui serait de dire non, on veut tout refermer sur le public, faire de la close data, et c'est le public qui va créer ses propres services sans qu'à un moment ce soit mis à disposition du privé. C'est la question que posait Madame avant. Ça, c'est vraiment des questions politiques. Je pense que vous aurez peut-être aussi à arbitrer de dire est-ce qu'on fait rayonner le Data Lab en ouvrant parfois même plus au-delà des frontières pour générer des externalités positives directes ou indirectes, ou est-ce qu'on construit tout en interne pour aller offrir des services et nos services à destination des autres? Ça, c'est une belle question sans, sans la trancher, parce que je ne saurais pas la trancher, mais c'est des belles questions, à mon avis, que vous avez en devenir. Mmh.
Et deuxième question sur l'altruisme de données. Alors, moi, j'ai un petit peu du mal à appréhender ce terme et ce que ça recouvre. Pour que ce soit plus parlant, il y a des projets, notamment, je pense à un projet à Lyon qui s'appelle sur le self-data. Est-ce qu'on est sur le même genre d'approche? Très intéressant que vous parliez du self-data. Ça pourrait être ça, puisque D'accord. My Data Global, donc, qui est une initiative de self-data à l'échelle européenne, pardon, petite étoile, self-data pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet qui a été mis en place il y a quelques années déjà par la FING et qui vise, comme je vous le disais, je vais l'utiliser avec mes termes parce que c'est un discours militant de la FING, donc moi, j'interprète ça comme étant le droit à l'autodétermination de ces données, et donc c'est vraiment cette idée qu'on va gérer, on va nous-mêmes gérer la manière dont on met à disposition nos données à caractère personnel. Ce n'est pas d'autres qui vont gérer à notre place, c'est vraiment nous qui allons être acteurs pour que le citoyen soit beaucoup plus acteur de la gestion de ces données à caractère personnel. C'était ça l'idée du self-data. Et quand la Commission européenne a travaillé le texte du DGA, elle a regardé justement ce qui se faisait en matière de self-data. Donc, on est vraiment pile poil là-dedans. Maintenant, comme c'est un texte ambitieux, il souhaite aller plus loin que ce que le self-data préconisait, parce que moi, j'ai déjà parlé avec des militants self-data qui me disaient ce que tu es en train de nous dire sur l'altruisme, ça va beaucoup plus loin que ce que nous, on envisage. Nous, on est coincés par ça, ça, ça. Et je pense que c'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant, ce qui est prévu autour de l'altruisme des données, mais en même temps tellement complexe, parce qu'on va vraiment remettre en question un certain nombre de principes, et ça va être complexe pour tout le monde, parce que quand on va dire à Enedis, c'est fini, c'est plus vous qui gérez les autorisations de transmettre telle ou telle donnée, même au sein de grands groupes qui ont l'habitude de faire ça depuis des années, ça va être compliqué de se dire qu'ils vont devoir lâcher prise et que c'est nous qui allons dire à des grands groupes comme Enedis, c'est fini, maintenant c'est moi qui gère. Et si j'ai envie de changer, et ça peut vraiment être ça, si j'ai envie de changer chaque mois de fournisseur, je change chaque mois de fournisseurs, ça va mettre un sacré bazar. Donc c'est pour ça que tout ça, ça doit s'organiser, qu'il ne va pas y avoir des organismes altruisme qui vont fleurir comme ça en septembre, c'est faux. Pour bien connaître et être vraiment sur le terrain, moi, au quotidien, tout le monde est en train de regarder, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, d'explorer, d'être alerte de ce qui se passe, mais on va tous prendre le temps de bien poser les choses avant d'aller s'embarquer là-dedans, parce que, comme vous le dites, déjà, il faut arriver à bien le comprendre et l'intégrer. Donc, Merci. voilà. Il n'y a plus de main levée? Mince, Non, je vois plus de questions. il n'y a plus de questions. Parfait. Alors, du coup, on passe au point suspens, mais c'est bien parce qu'on en a déjà. Merci pour vos interventions respectives. On en a déjà vu certains et je vois que vous êtes alerte et que ça génère des réflexions. C'était ce qu'on voulait. Donc, les points en suspens et qu'on se pose aujourd'hui. Déjà, c'est de savoir si l'altruisme des données va être obligatoire ou pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, si c'est une simple faculté ou si pendant la première année ou la deuxième année, on va rendre ça facultatif et qu'on va obliger d'ici 2-3 ans tout le monde à aller là-dedans. C'est pour ça qu'on est en train d'anticiper aussi les choses dès aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Je vous les liste comme ça et puis après, si vous avez, vous, des réflexions, vous n'hésitez pas. Comment intégrer pleinement le citoyen dans le partage des données? On a commencé un peu à l'évoquer. C'est quoi cette idée que le citoyen va lui-même cliquer, décider de partager, étant donné qu'il y a un gros travail d'acculturation et de sensibilisation du citoyen. Et même, il faut rassurer le citoyen. Je vous donne un exemple, Stop Covid, au début, quand on nous a dit il faut être dans le partage des données de santé et pour gérer cette épidémie, mettre ces données sur Stop Covid, on ne l'a pas fait. Donc, ça veut bien dire, et nous, chez Data Publica, côté observatoire, on a mené plusieurs sondages. Les citoyens français, s'ils ont compris que c'est de leur intérêt de partager les données, ils les partageront, mais pour autant, dans la réalité, ils ne le font pas. Donc, il y a un travail à faire aussi à une échelle globale pour amener les citoyens à davantage partager.
Ensuite, il y a le sujet de la forme que peut prendre l'organisation altruisme en matière de données. Est-ce qu'il faut vraiment créer une structure ou pas? Est-ce qu'un consortium, comme vous l'êtes aujourd'hui, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut vraiment passer forcément en GIP? On n'a pas encore de décision là-dessus. Ah oui, et il y a un point extrêmement important, c'est que moi, j'ai donc tout lu sur le projet de loi Le Maire. Et quand j'ai lu l'étude d'impact, j'ai été choquée parce que dans l'étude d'impact, on se rend compte que le travail sur l'altruisme de données a été fait du côté de la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie. Ça n'a pas de souci puisqu'on dit que l'altruisme des données pourrait avoir un avantage pour les entreprises, alors que je ne vois aucune entreprise autour de cette table aujourd'hui se lancer toute seule et créer toute seule un altruisme en matière de données, surtout qu'il n'y a qu'un objectif d'intérêt général. Donc, une entreprise ne faire que de l'intérêt général, je ne vois pas l'intérêt. C'est plutôt côté collectivité que les collectivités vont prendre le lead pour créer des altruismes. Et le fait que côté collectivité, dans l'étude d'impact, il y ait marqué néant, aucun effet pour les collectivités, ça veut dire qu'aucun travail n'a été fait. Donc, quand je vous dis ça n'a pas été adressé, aucun travail n'a été fait par le ministère, côté des GCL, pour voir l'impact que pourrait avoir l'altruisme en matière de données pour les collectivités. Donc, ça renforce encore plus la nécessité pour nous de se rapprocher des pouvoirs publics sur ce point. L'impact de la transposition, pour l'instant minimaliste, du DGA dans le projet de loi, il faut voir ce que ça va faire. Est-ce qu'on se bat pour mettre plus de choses dans la loi ou est-ce qu'on attend les décrets? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Je vous en ai parlé aussi. Est-ce que ce règlement, il n'est pas trop en avance de phase? Est-ce qu'il n'est pas trop avant-gardiste? Est-ce que tout le monde est prêt à se lancer et à se faire enregistrer comme organisme intermédiaire ou altruiste? Ça, c'est aussi une question. Comment est-ce qu'on va remanier notre loi informatique et liberté, notre vieille loi informatique et liberté de 78 qui a déjà été remaniée par le RGPD? Comment on va réussir à travailler ce sujet de l'altruisme dans notre loi informatique et liberté? Comment vos DPO vont vivre ça, étant donné que jusqu'à maintenant, il y avait plutôt plus d'interdictions et que là, il va falloir justement, ça va être super, mais il va falloir aller vers plus de prise de risque sur la gestion de ces données personnelles. Et enfin, quels sont les risques et les sanctions d'une réutilisation à des fins concurrentielles des données issues d'une intermédiation? On a dit que les intermédiaires ont plein d'interdictions, mais comment on va faire vraiment respecter ça? Est-ce que l'ARCEP va vraiment pouvoir tenir son rôle de gendarme des intermédiaires de données? Ça, c'est aussi des questions qu'on se pose. Donc voilà un peu les points en suspens. Et après, j'ai une dernière partie qui est l'impact sur le projet. Mais est-ce que sur cette partie des différentes questions, vous en avez d'autres? Hop, que je vous revois. Ah oui, d'accord. Je ne voyais plus, donc parfait. Est-ce que vous avez des réactions? Donc, il y a monsieur Albou. Et dans la salle aussi, comme je ne peux pas lever la main pour la salle. Après, Hervé. Oui, moi je me suis pas représenté tout à l'heure, je représente le réseau BIM Normandie, qui est un réseau de professionnels dans le domaine du BTP. J'allais poser la question, vous l'avez abordé sur la fin. Ce que vous venez de dire tout de suite, c'est comment on va réagir la RCEP précisément. Est-ce qu'il n'y aura pas un retard de phase beaucoup trop important? Et est-ce que la transcription minimaliste, justement, tout de suite, du texte n'est pas quelque part pour anticiper ce genre de choses? Parce que c'est bien de dire on fait ça, mais comment on le contrôle derrière? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'usage des données, vous parliez tout à l'heure, il y a des organismes qui récupèrent des données et qui les utilisent de manière parfaitement illégale. Est-ce que ça ne va pas être une porte encore plus grande ouverte sur cette question-là, quoi? Ça ne va pas être simple à gérer. L'ambition, c'est une chose. La mise en œuvre réelle et le contrôle surtout derrière en est une autre. Oui, c'est pour ça que, surtout que moi je me pose une autre question en tant qu'expert data, c'est que l'ARCEP n'est pas un expert de la data. Donc, comment ils vont acquérir cette compétence? C'est pas parce qu'on est expert en télécom qu'on devient du jour au lendemain expert data. Donc, il va vraiment falloir qu'ils s'équipent et qu'ils ouvrent une cellule spéciale. À la limite, la CNIL est plus experte sur le sujet des données. C'est pour ça que c'est un peu surprenant.
comme si les plateformes étaient liées aux communications électroniques, quoi. Enfin, nous, ça nous a fait aussi nous poser cette question. Mais bon, on pourra, si ça se trouve, dans 2 ans, on aura beaucoup plus de réponses à ce sujet-là. Enfin, je l'espère. Dans la salle, on avait une question aussi en lien avec les exigences en matière de cybersécurité. Est-ce que l'application de la loi, ne serait-ce qu'en termes de responsabilité, ou dit autrement, quel risque encouru s'il y a quand même un piratage de données indépendamment de notre volonté? Est-ce que du coup, il y a, je sais pas, un travail avec l'ANSSI, histoire de normer ou de... Je sais pas, c'est une question très ouverte. Elle n'est peut-être pas bien posée, désolée. Ah si. Mais vous avez tous des super remarques. Hein. Tout ça, c'est en construction. Si, c'est étonnant qu'on n'ait pas mis aussi l'ANSSI quand on sait aujourd'hui les menaces de cyberattaque qui planent sur des sites qui contiendraient un volume important de données, se dire on va loger à un moment sur une plateforme toutes les données d'une ville et pas penser sécurité, ce serait un non-sens. Donc, et en plus, ça va même à l'inverse de ce que dit l'ANSSI, parce que l'ANSSI dit qu'il faut tout refermer. Là, le DGA dit qu'il faut ouvrir, il faut interconnecter pour faire des plateformes. Donc, comment on va résoudre l'équation où à la fois la plateforme et le tiers de confiance de demain, c'est l'ouverture vers les autres, et la cyber, c'est refermer tout. Je pense qu'on peut élargir le sujet à l'IA et au projet Smart, quoi. C'est en train de concerner tout le monde. Et il faudra, je le note, en tout cas moi, parce que comme on va aussi faire un travail sur les décrets, de voir comment est-ce qu'à un moment on peut associer l'ANSSI pour qu'elle valide ou peut-être labellise certains points de l'enregistrement des organismes altruistes et des organismes intermédiaires. Il faut qu'ils aient un niveau de sécurité adéquat, il n'y aura pas la confiance. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait. Donc là, on va redescendre beaucoup plus dans le concret. On a parlé du texte. Je vais vous donner, c'est mes recommandations, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas du tout dire que c'est tranché. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut, à mon avis, prendre en ligne de compte quelques éléments assez généraux qui ressortent à la fois du DGA, mais aussi d'un retour d'expérience, de mes retours d'expérience terrain de ces 10 dernières années. Donc, j'ai appelé ça impact du DGA sur le Data Lab normand, mais vous le voyez, c'est aussi impact de la réflexion en cours à l'échelle nationale. Si on suit le raisonnement, parce que pour l'instant, on est encore dans les grandes lignes, hein, vous le voyez, à chaque fois, je vous disais, ça reste à préciser, donc on n'a pas encore tous les détails, mais si on suit le raisonnement global du Data Governance Act, si on essaie de réfléchir aussi à la manière dont on a tendance à mettre en place ces projets-là depuis ces dernières années, il y a 3 enjeux majeurs qui reviennent tout le temps. Peut-être que pour certains, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça, pareil, ça va vous servir de mémo peut-être pendant vos ateliers de travail. N'oubliez pas ces principes-là. Si vous ne les traitez pas, le problème va rejaillir plus tard. Et ça, c'est vraiment une recommandation d'avocate parce que je les ai eues dans tous les projets. L'enjeu numéro 1, c'est l'enjeu d'accéder à l'ensemble des données du projet lorsque vous partagez des données. Donc, c'est dans le Data Governance Act, mais c'est dans le projet et dans l'essence même d'un projet de Data Lab ou d'un hub de données, c'est que vous devez faciliter le partage des données publiques et privées au service de l'intérêt général et permettre une valorisation des données du territoire. Ça, c'est l'objectif. Et comment, à chaque fois, je vous ai mis comment on pourrait envisager ça juridiquement. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça peut vous servir de pense-bête. L'approche juridique qu'on pourrait envisager, c'est que vous vous mettiez d'accord sur un principe selon lequel, quand il y a de la donnée qui peut être utile pour tel ou tel projet, les partenaires doivent s'engager à permettre aux autres partenaires d'y accéder. Moi, j'ai vu des projets de hub de données, et ça, c'est aussi une des règles du DGA. Mais moi, j'ai vu des projets de hub de données où j'entendais des gens dire « Je suis là pour prendre des informations, mais je ne veux rien partager ». Si c'est le cas, je suis désolée, vous ne pouvez pas être membre d'organismes qui auront vocation à partager de la donnée parce que le but premier, déjà, il n'est pas rempli.
et qu'il y a des craintes. Bien évidemment que le but, c'est pas d'aller se mettre en danger quand on partage sa donnée. Donc, le but, c'est pas de venir partager de la donnée qui porterait atteinte à votre secret des affaires, ça c'est sûr. Mais il y a un moment où, comme on le disait pour la réutilisation des données publiques, il va pas falloir dire que tout est couvert par un secret, tout est couvert par quelque chose de sensible. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, sans cette première brique, malheureusement, on ne voit pas comment les projets ensuite peuvent se déployer. Le deuxième enjeu, c'est cet enjeu dont on a parlé autour de l'altruisme. Je réinsiste, l'idée n'est pas de dire que vous serez altruiste ou que vous ne le serez pas. Par contre, si d'ores et déjà, vous n'avez pas commencé à vous rapprocher des caractéristiques des organismes altruistes, le moment venu, si vous souhaitez switcher, vous faire enregistrer un organisme altruiste, il vous manquera des briques. Donc, prenez en compte quand même ces critères qui ne sont pas si compliqués que ça, qui font partie aujourd'hui déjà un peu de l'ADN du Data Lab. Essayez de ne pas trop vous en éloigner pour que le moment venu, et si besoin, vous puissiez vous y conformer. Parce que là encore, on ne sait pas si ça deviendra obligatoire. Donc, des premières règles en filigrane pourraient être intéressantes. Et enfin, l'enjeu numéro 3, et là, ça va concerner, d'un point de vue juridique, la propriété intellectuelle, mais si on prend de la hauteur, le but, c'est bien évidemment de développer des services innovants. Il faut que vous ayez à terme un catalogue de services. Pour avoir un catalogue de services, ça va vous amener à réfléchir, à développer collectivement de nouveaux services. J'insiste sur le terme collectivement. Et si vous développez collectivement et non pas chacun dans son coin des services, alors ça peut aussi arriver, chacun dans son coin peut aussi développer des services. Mais en tout cas, le but, c'est aussi de faire de la co-construction et donc de co-développer des services. Eh bien, vous savez tous qu'à un moment, se posera la question des droits de propriété intellectuelle sur ces services. De la même manière que le secret des affaires ne doit pas être mis à mal dans un projet de Data Lab, la propriété intellectuelle non plus. Donc, le but, ce n'est pas que vous perdiez toute votre propriété intellectuelle quand vous intégrez un Data Lab, ça c'est sûr. Mais il faut, à un moment, céder sans doute des droits d'usage pour que d'autres membres puissent, à un moment, incorporer, réutiliser et, du coup, co-construire des innovations avec vous. Et là aussi, si dans le futur accord de consortium peut être mis à jour, ou la future structure que vous créerez, vous n'avez pas de règles s'agissant des droits de propriété intellectuelle, vous allez devoir les négocier au cas par cas et ça va être ingérable. Donc, c'est pour ça que, globalement, ces 3 gros blocs, c'est la synthèse de ce qui figure dans le consortium RUDI, dans le consortium RUDI à Rennes, ou dans le Climate Data Hub en région Centre-Val de Loire, ou dans Data Grand Est, ou à Brest, ou à Equitia, parce que je les ai rédigés, mais pas que, parce qu'on savait aussi à l'époque qu'il fallait le faire. On a le principe de libre accès à toutes les données du projet dans la limite du raisonnable. On a des premières caractéristiques d'organisme altruisme et on a des principes de droit de propriété intellectuelle où, pareil, on ouvre les choses et on permet aux gens, dans un cercle et selon des conditions définies, de céder des droits de propriété intellectuelle. Voilà, je voulais insister sur ces 3 points parce que là, pour le coup, c'est du très concret. C'est ce qui figurera peut-être dans vos documents contractuels ou ce qui pourrait figurer pour vous permettre une pérennité et une forme de sérénité aussi dans la mise en œuvre de votre projet. Et j'en ai normalement terminé. Oui. Voilà. Hop. Donc, je remets comme ça. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ces 3 derniers enjeux très pratico-pratiques, parce que là, on a rebasculé sur de la gouvernance et de l'organisation, où j'ai perdu tout le monde, où vous êtes au téléphone. Non, c'était très clair. Où c'est tout à fait très clair. Non, ça correspond assez bien aussi à la vocation du Data Lab au départ, qui était dans sa vocation d'être un organisme d'intérêt général, enfin, travaillant sur la notion d'intérêt général. Donc on retrouve ces grands axes-là. Là, il faut les préciser, ça donne des pistes utiles pour avoir un cadre juridique qui ne soit pas contestable derrière.
Là, ça fonctionnait Voilà, de c'est manière ça. informelle et on n'a pas été confronté véritablement à beaucoup de cas de figure. Mais le préciser et mettre les garde-fous utiles, oui, c'est du bon sens, quoi. Ah bah, moi, j'adore entendre ça. Je trouve aussi que c'est du bon sens. Et alors moi, j'allais le dire avec mes mots, mais ça revient exactement à ce que vient de dire Hervé. Dans les 3 recommandations, en tout cas moi, comme je le ressens personnellement, on retrouve l'ADN effectivement du Data Lab Normandie, tel que le consortium avait commencé à le traduire, mais il faut ramener ça dans le temps, c'était en 2019. Et je trouve que justement, l'essor de cette réglementation va nous permettre effectivement davantage de mise en cohérence avec la réalité de 2023 et des années prochaines. Donc, enfin, merci, je trouve ça, en tout cas personnellement, très éclairant. Ah bah, merci pour vos super retours alors. Puis c'est bon signe, j'ai entendu personne me dire mais moi j'ai pas envie de partager. J'étais venue pour ça aussi. Alors, moi, j'abonde dans le sens d'Hervé et d'Emmanuel. Et même, je dirais qu'on a travaillé sur 2 des axes, c'est-à-dire on a eu un groupe de travail sur comment on partage de la donnée. On a essayé de travailler sur une plateforme, sur des référentiels. Enfin, ça a été un travail compliqué parce qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentes, les mêmes manières de traiter la donnée. Mais toute cette réflexion, on l'a eue bien sur une année, hein. Et concernant le 3e, sur la propriété intellectuelle, on y a déjà été confronté dans certains projets où on s'est retrouvé effectivement à se dire comment aujourd'hui on encadre juridiquement finalement l'expérimentation qu'on va mettre en place. Et c'est pareil, on a fait ça un peu avec voilà, des modèles, mais à un moment donné, on avait interrogé le Data Lab en disant bah, ce serait du rôle du Data Lab finalement de nous proposer tout un closier en fait qui nous permette de pouvoir facilement travailler sur ces projets-là. Donc c'est pareil, c'est des réflexions qui ont déjà été évoquées au sein du Data Lab. Donc moi, je m'y retrouve complètement. Ah, super, vous aviez même réfléchi à des clauses que vous alliez imposer. Bah, oui, parce qu'on s'est dit, voilà, on est en train de travailler sur des expérimentations, on produit en fait, et puis c'est sur des projets innovants et dans des partenariats dont on n'a pas l'habitude, entre un labo de recherche, une start-up, une collectivité. Donc on se dit au final, qu'est-ce qui se passe quand on a produit, par exemple, un moteur de recommandation qui peut être commercialisé comment concrètement, pour une entreprise privée, elle peut commercialiser quelque chose qui a été finalement développé avec un labo de recherche. Enfin, voilà, ça posait ce genre de questions-là. Puis les données qu'on mettait à disposition, on avait récupéré des données d'Orange qui avaient été mises à disposition de les Fluvision. Donc, on avait réussi à les récupérer dans l'expérimentation, mais une fois que ce projet-là il devient viable, il y a un coût de ces données. Enfin, voilà, ça posait plein de questions. Alors, on est resté dans le cas de l'expérimentation. Finalement, on n'a pas eu à trouver les réponses concrètement, mais en tout cas, des questions se sont posées et je trouve que c'est hyper important qu'on puisse effectivement, dans le cadre d'une structure comme le Data Lab, pouvoir avoir un cadre qui sécurise en fait toutes ces innovations. Non, super, avec l'objectif justement que vous n'ayez pas à le renégocier tous les 4 C'est matins et ça. qu'il y ait quelques grands principes au moins qui soient mis, ça vous aidera tous après dans vos projets. Parce qu'il y a l'accord de consortium et quand vous mettrez des cas d'usage qui impliquent 2-3 opérateurs et que vous n'avez pas envie de partager tout ça avec tout le monde, vous pourrez faire des conventions particulières comme on fait beaucoup ailleurs et comme certains d'entre vous connaissent quand ils travaillent avec des universités ou sur d'autres appels à projets. Donc oui, tout ça, ça va pouvoir s'affiner. C'est bien. Bah, c'est bien, il y a déjà plein de belles choses et de bonne volonté. Ça, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Je ne sais pas si chez Razan, vous aviez prévu d'aller plus loin là, quant au focus IA Act, mais ça nous intéresserait en fait de savoir ce que vous en pensez compte tenu de l'état d'avancement, si c'est possible. Ah oui.
plein de choses, mais il y a des choses qui se partagent, comme les données. Non, on a beaucoup travaillé dessus à l'échelle de Data Publica, donc vous avez dû voir peut-être nos écrits en disant que pour l'instant, en tout cas, c'est pas encore les collectivités qui vont elles-mêmes bâtir des services d'IA en tant que tels. Là, le travail, il est plutôt côté entreprise, donc c'est pas encore vraiment l'année de l'IA pour nous. On a encore le temps d'observer, de regarder, on n'est pas aussi pressé que pour la Data Governance Act. Après, moi, d'un point de vue juridique, comme tout ça est en train de se mettre en place, je suis en train d'élaborer plutôt une réflexion autour de comment aider les territoires pour ne plus entendre le mythe suivant, il y a de la bonne et de la mauvaise IA. Parce que si on réfléchit comme ça, comme vous êtes sollicité pour mettre en place de l'IA, c'est sûr que c'est pas facile, donc c'est des questions que les territoires se posent. Et il faudrait qu'on arrive, comme on l'a fait pour les innovations au sens large, à définir une grille. Donc moi, je travaille plutôt là-dessus avec l'État, à essayer de définir une grille qui permettrait d'aider les administrations à acheter ou à ne pas acheter des équipements qui contiennent de l'intelligence artificielle. Et donc, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de prescriptions. Moi, je m'appuie sur ce qu'a dit le Conseil d'État dans son rapport annuel, qui a fait un travail de fond là-dessus, et pour qu'on soit dans ce que nous, on appelle une IA de confiance. Et donc, qu'il y ait un certain nombre d'engagements. Je n'ai pas envie qu'une collectivité achète de l'IA et qu'elle se retrouve attaquée quelques mois plus tard parce que l'outil, finalement, en vient à être attentatoire à la vie privée et on n'avait pas réussi à bien le percevoir au départ. Ça c'est un premier point déjà, c'est comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on passe des partenariats dans les territoires autour de l'IA. Et après, on accompagne aussi avec l'État les entreprises à ce qu'elles perfectionnent leur discours pour expliquer. Ça, c'est le côté très praticienne de terrain que je vous donne. Ce n'est pas la grande réflexion philosophique qu'on pourrait avoir, mais déjà, ça va résoudre beaucoup de problèmes parce qu'on a eu 2 vagues d'appels à projets dotés de plusieurs millions d'euros qui ont été lancés et que nous, on a beaucoup suivi et aucune collectivité n'y a répondu. Donc, c'est un peu triste. Donc, il y a beaucoup d'argent qui ont été mis sur la table par l'État, par les services de l'État, et aucune collectivité, même les plus avancées, ne sont en mesure de remplir les critères qui sont dans ces appels à projets. Donc, ça montre bien qu'il y a un décalage entre ce qu'on pense et le terrain. C'est-à-dire que les territoires ne sont pas encore prêts comme l'État le pense. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais ça déjà, c'est moi 80% des problèmes. Et après, l'IA Act en tant que tel, là, on est vraiment dans des discussions stratosphériques qui concernent le monde entier et pas que l'Union européenne. C'est comment on va laisser à un moment quelle ligne rouge on va fixer. Et là, c'est là où il y a de l'éthique, mais il y a du droit, et il faudra que le droit arrive à fixer des lignes rouges suffisamment stables pour être sûr qu'on ne dépasse pas les limites de ce qui pourrait mettre en danger plus largement l'humanité. Ça a l'air très science-fiction, mais c'est quand même, on est à la limite de la science-fiction quand on commence à parler d'un projet tel que l'IA Act à l'échelle de l'Union européenne pour essayer de se défendre contre certains pays asiatiques et contre les Américains. Je ne sais pas si ça a alimenté votre réflexion, mais moi, déjà, restons sur le terrain et essayons de comprendre comment on va pouvoir aller développer de l'IA dans les territoires. Quand vous dites qu'aucune collectivité n'a répondu aux appels à projets sur l'intelligence artificielle, vous parlez de quel appel à projet? Celui sur territoire intelligent et durable et les IA frugales? Voilà, le volet 2 de TID. Oui. Le volet 2 de TID quand est-ce que c'était? Donc la vague qui devait être remise en novembre dernier. Oui, c'était décembre, voilà. Je crois. Où il y avait 30 millions. Et là, il y a l'IA frugale. Et en fait, quand les collectivités déposent les dossiers, elles les déposent pour le compte d'entreprise, mais elles ne les déposent pas pour leur propre compte. Donc, il y a juste 2 ou 3 dossiers qui ont été retenus sur l'IA et ça ne concerne pas la collectivité directement, mais l'expérimentation d'une entreprise. C'est l'entreprise qui bénéficie des sous de l'État. D'accord.
Que quand Ouais. on regarde les projets des 9 lauréats de la première vague, moi j'avais l'impression que c'était des projets justement de territoire. Enfin, je ne l'avais pas perçu comme ça. D'accord. Ah bah de toute façon, première vague, il n'y avait pas d'IA. Alors c'est sur sur l'appel à projet d'accord territoire intelligent et durable alors. Non, la première vague TID, celle où les dossiers devaient être déposés en janvier 2022 et qui a donné lieu à attribution à l'été 2022, qui comprend la région Grand Est notamment et autres. Cette première vague-là, il n'y avait pas du tout d'IA. Et ils ont intégré l'IA en deuxième vague pour les projets qui ont été déposés en novembre. Vous voyez ou pas? Non, pas trop, mais je vais donc, regarder. Voilà, et donc sur cette deuxième vague TID plus IA, il n'y a eu que 2 dépôts, non, il y a peut-être eu 2 lauréats. D'accord. Et ces 2 lauréats, c'est plutôt pour des entreprises privées. Donc ça montre bien qu'il faut avoir un volume très important de données et très structuré pour pouvoir faire de l'IA. On ne fait pas d'IA sans avoir beaucoup de données. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de territoires qui ont à un endroit précis beaucoup de données structurées, organisées, etc. Et même pour ceux qui ont ça, ils n'ont pas réussi à faire émerger de projets IA. Même pour ceux qui, comme Rennes, ont des plateformes comme le RMTR, c'est-à-dire une plateforme de données géographiques, une des plus évoluées, plus données 3D, une des plus évoluées en France, même plus évoluée que la région Île-de-France, bah même eux ont renoncé à déposer en considérant qu'ils n'étaient pas en mesure de faire de l'IA. Donc, ça a été la preuve que les collectivités n'étaient pas prêtes pour l'instant. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de réponses sur IA Frugal. On suit ça avec intérêt. Je ne sais pas si certains d'entre vous répondent, mais vous n'êtes pas obligé de répondre parce que je sais qu'il y en a qui en parlent, il y en a qui n'en parlent pas. Donc, mais en tout cas, on verra avec ce nouvel AAP si des collectivités ont eu en tête. Moi, j'en ai pas à l'esprit. Bon. Si vous n'avez plus de questions, bah, vous vous libérez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Globalement, du contenu de la réunion, du fait que s'il n'y a pas de questions, on peut libérer les gens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que... Effectivement, si plus personne n'a de questions, on va pouvoir libérer les gens. Surtout que, là, vu le périmètre d'acteurs réunis aujourd'hui, on ne va pas être sans se revoir pour discuter du devenir du Data Lab Normandie. Et le fait, je vous en remercie qu'on ait pu enregistrer la visio, va faire qu'on va pouvoir aussi mettre ce contenu à disposition des autres partenaires normands qui ont pu se libérer cet après-midi. Une nouvelle fois, mais j'ai trouvé ça très éclairant, tant en général que par rapport à ce qui nous anime, ce qu'est le Data Lab Normandie. Mais je ne sais pas si Mme Guilas, vous voulez compléter ou... Non, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non, clairement, très éclairant. En même temps, on voit qu'on a encore pas mal de questions sans réponse aujourd'hui, mais c'est vraiment bien. Et alors, du coup, je me disais que quelque part, quand on voit la temporalité de tout ça, finalement, notre réflexion autour du devenir du Data Lab, elle est cohérente avec ce calendrier. C'est intéressant finalement pour nous qu'on n'ait pas déjà acté de quelque chose il y a 2-3 mois. Ça tombe plutôt pas mal et du coup ça va nous permettre sans doute de construire une meilleure solution pour demain, en tout cas. Et en cohérence avec ça.
Et puis, il faudra qu'on, ouais, si vous avez déjà proposé éventuellement de refaire peut-être un petit point quand ça aura avancé. Et je pense que sur l'IA aussi, ce sera intéressant parce que voilà, on se pose plein de questions. Enfin là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à l'échelle mondiale, dans un contexte où l'intelligence artificielle, en plus, c'est ce qu'on disait, ça évolue tellement vite. Sur la technologie, les nouveaux types d'IA, on entend déjà que certains types seraient potentiellement pas utilisables chez nous, en Europe. Et du coup, ça interroge aussi, alors là, je vais passer pour les collectivités, et notamment moi sur la partie recherche, où on accompagne des projets de recherche et quelque part, on se dit, peut-être demain, enfin on les accompagne aujourd'hui, peut-être demain, dans l'application, ils ne pourront pas utiliser complètement l'ensemble de leurs résultats. Enfin voilà, ça interroge quand même, mais je ne suis pas sûre que les réponses arrivent très vite, puisque dans un contexte mondial, je ne vois pas comment... ça interroge beaucoup. Ça interroge beaucoup. Donc, on vous ressollicitera, je pense, pour faire des points, pour voir comment ça évolue, parce qu'en fait, je pense aussi que avec la sortie déjà de ce premier, du DGA là, on va peut-être aussi un peu mieux voir les choses, parce que moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'il est temps qu'il y ait quelque chose effectivement qui arrive, et en même temps, ça me semble quelque part un peu très en avance encore par rapport au niveau de sensibilisation, je parle de manière générale, de la population sur la donnée, et du coup, ça me fait un peu peur. Je me dis que potentiellement, il pourrait y avoir, ce que je disais à Emmanuel, deux mondes parallèles entre ceux qui savent et qui ont conscience et qui du coup vont s'inscrire dans ce type de démarche, voilà. Et puis les autres qui surferont toujours encore sur on va dire, peut-être naïveté ou d'une certaine catégorie de personnes qui ne seront pas conscientes, en fait. Alors, je ne sais pas trop comment ça sera régulé, tout ça, les interdictions, les obligations, ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que du coup, le fait d'être un organisme altruiste, ça deviendra une obligation? Peut-être, je ne sais pas, mais voilà, ça va un peu... c'est un peu, ça fait pas un peu peur, mais quand même, je pense que ça va beaucoup bouger là. Et donc si vraiment on met tout en place, vous avez très bien résumé, mais si vraiment on met tout en place, ça va sacrément bouger. Et en tant que personne engagée, on aimerait bien qu'on rende obligatoire un certain nombre de choses pour éviter les dérives qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être un produit systématiquement sur les plateformes. C'est quand même pas comme ça qu'on voit le monde de demain, donc c'est bien que ces textes existent, mais c'est vrai que ça va sacrément chambouler. Vous arrivez au bon moment. Sur l'IA, on a largement le temps de se poser la question de voir émerger des projets 100% publics autour de l'IA et comment savoir. Ce qu'il ne faut juste pas, c'est ce que j'ai entendu, c'est pour ou contre l'IA. Si on en arrive à des débats comme ça, c'est gravissime. Il faudrait plutôt savoir, pas forcément ce qui est une bonne ou une mauvaise, mais en tout cas, savoir vraiment ce qu'il y a dedans, donc plus de transparence. Pas forcément toujours évident, mais en tout cas, et merci beaucoup pour vos retours parce que vous avez tous des niveaux de réflexion assez élevés quand même sur le sujet. Donc, ça montre que ça fait déjà plusieurs années que vous avez ça en tête. C'est vrai que vous avez de la chance, mais c'est vrai que pour d'autres, ils vont découvrir ça, ils vont se dire, oh là là, nous, on a pris le temps de décortiquer, j'y suis allée doucement, mais c'est vrai que l'altruisme des données, même moi, ça me prend du temps de vous l'expliquer, et je le fais en plusieurs temps parce que c'est quand même très conceptuel. Hein. Il va falloir mettre du concret dans tout ça. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Bonne